Bienvenue au 19h45, voici le sommaire. Le pagne africain fabriqué manuellement et anciennement utilisé lors des cérémonies traditionnelles est aujourd'hui porté avec élégance en toutes circonstances, de quoi définir la communauté africaine. Et vous le constatez peut-être déjà dans les rayons pharmaceutiques, certains médicaments traditionnels font aujourd'hui objet de prescription médicale et donc officiellement commercialisés. Qu'en est-il réellement? Explication à suivre. Et enfin, 5 décennies déjà que l'université d'Abomey-Calavi forme des étudiants qui présentent chaque année des recherches scientifiques. Mais quel est leur impact sur le développement? On en parle dans ce journal. Je le disais, le pagne africain revêt en général une importance dans les habitudes vestimentaires en Afrique. Il fait également partie des éléments qui différencient la culture africaine des autres cultures. Fabriqué manuellement et anciennement utilisé lors des cérémonies traditionnelles, eh bien, il est aujourd'hui ancré dans les habitudes vestimentaires du quotidien. Découverte ici de quelques motifs du pagne africain. Tout en couleurs et agrémenté d'une multitude de motifs. Au rang des divers tissus africains, le pagne imprimé est roi depuis des générations. Nos clients, ils aiment le pagne parce que c'est un pagne que nos arrière-grands-parents ils ont déjà utilisé, surtout nos grands-mères. Outre la tradition, le pagne africain est avant tout une affaire de rapport qualité-prix. Un prix de vente qui, avec les années, s'est fortement vu augmenter. Le pagne africain coûte un peu cher par rapport à avant. Parce qu'avant, avec 12 000 francs, on a la demi, la CIA. Mais aujourd'hui, avec 25 000, 32 000, on a les CIA. Mais je vois que c'est par rapport à la TVA. Quand la TVA augmente, le prix des tissus aussi augmente. C'est le tissu que les gens aiment d'habitude parce que ça ne se déteint pas. Ça ne se déteint pas. Si tu portes, c'est très beau à voir et on est belle dedans. Mais si aujourd'hui le pagne africain se décline dans tous les tons et sous toutes les formes, au Bénin, il est surtout un moyen de communiquer, comme en témoignent les nombreux noms qui lui sont attribués. On a des pagnes qu'on appelle jalousie, tu sors, je sors, ça dépend. Ton pied, mon pied, on a beaucoup de noms qu'on donne au pagne. Pour d'autres, le pagne imprimé, c'est aussi un symbole d'africanité, face à l'émergence des vêtements prêts à porter venus des pays européens. Les pagnes africains représentent aujourd'hui, je crois, notre existence parce que je crois que c'est toujours mieux de consommer local. Au lieu de toujours consommer les pagnes importés, nous préférons faire la publicité de nos pagnes africains afin de pouvoir promouvoir l'Afrique. Nous sommes des Africains, on doit aimer notre truc. Ce qu'on fait en Afrique, on doit aimer. C'est ça, c'est très important pour nous. C'est un pagne qui est accessible à tout le monde, malgré tout. Parce que les clients, ils ont fini par comprendre que c'est un bon pagne qui dure beaucoup et qui est à la mode, quoi. Entre tradition, moyens de communication et symboles, le pagne imprimé est une valeur sûre parmi les tissus africains. Mais tout pagne imprimé est-il véritablement africain ? Parlons à présent de la médecine traditionnelle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le recours à cette médecine pourrait faciliter la fourniture de soins de santé aux populations. Au Bénin, certaines pharmacies l'ont compris et ont déjà commencé à commercialiser des produits issus de cette médecine. Mais des questions subsistent quant à leur homologation et mieux à leur efficacité. Aristide Akowanou, docteur en pharmacie, nous éclaire ici. Les médicaments traditionnels présents dans les pharmacies s'appellent plutôt sous l'appellation les médicaments traditionnels améliorés. Ces médicaments traditionnels ne peuvent pas se retrouver en pharmacie s'ils n'ont pas une autorisation de mise sur le marché béninois. Du coup, l'État a allégé un peu l'autorisation de mise sur le marché pour ces médicaments et on appelle autorisation allégée de mise sur le marché. Et c'est tous les médicaments traditionnels normalement se retrouvant en pharmacie doivent avoir cette autorisation de mise sur le marché de part du ministère de la Santé du Bénin. Dans certains pays,
il existe la médecine moderne dans les CHU et la médecine traditionnelle à côté. Et c'est ce qu'on souhaite aussi. C'est une complémentarité, les médicaments traditionnels améliorés et les médicaments dits de spécialité ou les médicaments modernes. Ce n'est pas des concurrents. Chacun reste dans son rôle et chacun se complète à l'autre. On arrive parfois à retrouver sur des ordonnances les deux types de médicaments, où on met le médicament moderne ou le médicament spécialité, on met après le médicament traditionnel. Ça se retrouve parfois où on a des conseils du pharmacien sur les médicaments traditionnels, ou aussi on a des conseils des praticiens. Les populations n'ont qu'à être rassurées que lorsque vous venez dans une pharmacie et vous trouvez un médicament traditionnel, ces médicaments traditionnels sont sécurisés et la population peut les prendre sans inquiétude, comme les médicaments modernes, dits modernes. Et nous, notre rôle est d'abord un rôle de santé publique. C'est vrai que ces médicaments ont un coût abordable, mais il ne faut pas négliger ce côté sécurité médicaments. C'est ce que nous portons à la population en leur rassurant que lorsqu'ils rentrent dans une pharmacie, ils trouvent des médicaments traditionnels. Les médicaments traditionnels sont rassurants. C'est mieux qu'en pharmacie, qu'aux abords de la voie, qu'en dehors de la pharmacie. Et voilà qui vient mieux nous renseigner. Direction à présent l'université d'Abomey-Calavi qui forme des universitaires depuis plus de 50 ans. Plus de 50 ans de formation et de recherche. Et pourtant, ces recherches ne semblent pas apporter un plus au développement. Quels sont alors les impacts des recherches scientifiques universitaires sur l'essor économique du Bénin? Patrick Adjagbodjou est allé à la rencontre de quelques enseignants de l'université. L'université d'Abomey-Calavi a 50 ans. Tant d'années se sont écoulées depuis 1970. Des dizaines de milliers d'étudiants formés ainsi que des enseignants chevronnés sont sortis de cette prestigieuse université. Un demi-siècle de formation, de recherche, mais aussi d'innovation au service du développement du Bénin. Vous avez beaucoup de départements qui ont été créés, de nouvelles facultés qui ont été créées, de nouvelles écoles professionnelles qui ont été créées. Et au même moment, il y a eu beaucoup de laboratoires qui ont accompagné ces écoles-là. Et au sein de ces laboratoires, beaucoup de choses se font en matière de recherche à l'université. Des recherches scientifiques aux innovations technologiques, en passant par la création des laboratoires, l'université d'Abomey-Calavi a connu beaucoup d'avancées au fil des années. 50 années après, que sont devenus les fruits de ces recherches universitaires? Les résultats, c'est beaucoup de soutenance, de master, de licence et même de thèse. Parce que c'est des thèmes que vous donnez aux étudiants, vous les accompagnez et après, c'est le résultat qu'un jour, il vient exposer à la face publique et qui fait, n'est-ce pas, le fruit de ces recherches. 50 ans sont passés, mais je peux vous dire beaucoup de choses ont été faites. Par exemple, sur le plan agronomique. On a travaillé sur le baume de la noix de cajou, qui est un produit vraiment très très utile et essentiel et que nous exportons régulièrement chaque année pratiquement vers les pays asiatiques. Ça, c'est certains jeunes qui ont travaillé avec moi et sur le compost. Et quand ils ont fini leur travail, ils ont dit, professeur, nous allons nous auto-employer. Ils ont créé leur entreprise aujourd'hui, ils vivent de ça. Ce compost, c'est un produit très riche et on a travaillé là-dessus pendant près de 3 ans et on a pu obtenir un bon produit de qualité. Quand vous arrivez dans le secteur santé, des gens ont eu des brevets dans le secteur qui sont appliqués, qui sont connus. Ils se sont associés avec des grandes firmes et ont produit des médicaments que nous utilisons aujourd'hui. Outre le domaine de la santé, de l'agroalimentaire, des sciences humaines, de la chimie et du génie civil, la recherche s'est enrichie d'énormes progrès, mais manque de visibilité. Le passage de l'étape de la recherche terminée au produit utilisé a besoin de beaucoup de moyens et a besoin d'être organisé, comme on organise les filières. Normalement, il devait y avoir un véritable partenariat entre le secteur privé et l'université. Puisque nous ne sommes là que pour développer des idées, développer des innovations. Prendre de nouvelles réformes incitatives qui encouragent et valorisent les recherches universitaires est donc une nécessité. Mieux, en faisant l'option de doter nos universités publiques d'un cadre institutionnel pour assister et financer les projets de recherche pourrait bien être un gage de développement soutenu et durable.
Et pour tenter de maintenir l'habitabilité des régions les plus chaudes de la planète, l'Union africaine avait tenté de lancer en 2008 le projet de Grande Muraille Verte. Cette muraille qui commence justement à prendre forme doit freiner la désertification du Sahel du Sénégal à Djibouti. C'est ce que nous dit cet élément. Une oasis en plein désert. Au Sénégal, ces cercles concentriques forment un tolou-cœur. Un jardin destiné à la reforestation de cette zone aride. Une culture innovante qui permet de nourrir les habitants et de mieux stocker l'eau. Vous voyez, donc imaginez, c'est presque 100 pieds de papaye. Donc ici, vous avez les plantes médicinales sur le premier plan. Les 3 plans là sont dédiés aux légumes, une variété de légumes. Les papayes, les limons, les citronniers et les citrisses. Les tolou-cœurs font partie du programme international de la Grande Muraille Verte, qui aménage une immense bande végétale de 15 km de large, sorte de forêt qui traverse toute l'Afrique sur près de 8000 km. L'objectif, freiner l'avancée du désert, mais aussi contribuer à la transformation économique de l'une des régions les plus pauvres du monde. Pour les populations locales, la Grande Muraille Verte est aussi une arme contre l'insécurité. Quand on prend conscience du grand potentiel offert par la Grande Muraille Verte, l'envie nous passe de nous lancer dans des voyages dangereux, mettant nos vies en péril en prenant la mer. C'est mieux de rester ici, de travailler dans les champs, de cultiver la terre et de voir ce qu'on peut en tirer comme profit. Le projet pourtant ne fait pas l'unanimité. Il est jugé coûteux et peu efficace. À peine 4% des 247 millions d'hectares promis ont été plantés. Pour donner un coup d'accélérateur au projet, Emmanuel Macron a promis 14 milliards de dollars de dons en janvier dernier lors du One Planet Summit. Car le désert reprend vite ses droits. Un jardin sur 100 millions d'hectares restaurés a déjà été asséché depuis le début de l'année. Et c'est tout pour ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB 3, www.ortb.bj. Bon samedi et bonne fête de l'indépendance par anticipation.